Bonjour à tous, bienvenue sur Psio TV pour cette interview exceptionnelle avec Marc Leux. Et nous a rejoint pour cette interview Michèle Wathieu, qui est utilisatrice Psio et qui est coach pour le stress et l'accompagnement au changement. L'accompagnement au changement, voilà. Alors, donc l'objectif avant tout de cette interview, c'est la sortie du livre de Marc Leux, 2 milliards de réenchanteurs. On peut le montrer peut-être. Voilà, le voici. J'ai mis le lien sur l'annonce vendredi. C'est un bouquin qui se lit aisément, avec grand plaisir, puisque la thématique d'aujourd'hui, c'est bien les nouvelles perspectives, le monde de demain, le réenchantement du monde, l'optimisme finalement, Marc. Oui, exactement. Je suis désolé, mais je vais être positif. Ce n'est pas fort à la mode. Et oui, on va commencer par les difficultés dans lesquelles les gens se trouvent. Hein, je crois que c'était ça qu'on avait décidé de commencer par cette première question. En fait, justement, Michel m'a envoyé il y a 2-3 semaines un article qui décrit plusieurs études qui ont été faites sur la France notamment, sur l'état de dépression, de stress, de désespérance qui existe actuellement, alors que sur la France, la Belgique, le Canada, la Suisse, c'est la même chose. Hein. La crise Covid, la crise sanitaire a touché la planète entière, et donc je ne pense pas que ces études tiennent uniquement à la population française. Hein. Tout le monde est touché de la même manière, plus ou moins, puisque l'application de la crise a été la même, quelles que soient les zones d'ailleurs, sans aucune différenciation. Donc voilà, je ne sais pas si tu veux dire... je veux bien expliquer un petit peu. En fait, en partant des différents points de la santé publique et du bien-être, qu'est-ce qui a changé, comment les comportements et la santé mentale ont été impactés par le Covid et la manière dont a été gérée la crise du Covid de manière globale dans le monde entier. Et ça a donné lieu à des replis sur soi, le manque de contact le manque d'entrain pour aller vers l'extérieur, le repli à la maison, jusque ne plus aller au restaurant et les takeaways, c'est très significatif. Et donc, voilà, le monde des affaires doit se repositionner pour s'adapter à cette évolution-là. Il y a une grande détresse et de plus en plus de besoins d'accompagnement. Maintenant, reste à déterminer la manière d'accompagner. Maintenant, ce qui est aussi à noter, c'est que la crise sanitaire s'est arrêtée en 2022, hein, au fil de l'année, progressivement elle s'est arrêtée, mais par contre, l'état de mal-être est resté. Voilà, on constate une paralysie. Oui, qui continue malgré que c'est fini. Voilà, et donc c'est le type de peur ou de stress qui paralyse et pas celui qui procure une énergie pour combattre quelque chose, c'est-à-dire que c'est indéfinissable ce qu'il y a à combattre. Alors, donc c'est un peu ça le contexte en fait de cette réunion. Hein. Et alors évidemment, quand le livre de Marc est sorti, on se rend compte qu'il y a beaucoup de bonnes choses qui sont à venir, d'après toi. Oui, alors je pourrais raconter une histoire pour commencer. Quand j'étais membre de la cellule de prospective, donc étiqueté comme conseiller du président, j'ai eu l'occasion de beaucoup voyager. J'ai été contacter les conseillers de la Maison Blanche, des intellectuels au Japon, Edgar Morin japonais, j'ai été voir l'Académie des sciences sociales à Pékin, qui est un des think tanks du parti, et j'ai découvert partout, déjà il y a 30 ans, qu'une partie des conseillers disait « Attention, nous sommes face à un gros changement. Donc ça ne va pas être facile à gérer. » Donc il l'avait déjà perçu à ce moment-là. Il y avait une minorité. Et la majorité disait non, non, business as usual, on va continuer comme on a fait. Et c'est ce qu'on a fait. On a continué comme avant.
Je dirais qu'aujourd'hui, le citoyen qui regarde la télévision est canardé par des nouvelles qui font peur. Mais pas une fois, mais tous les jours. Oui, et de manière assez... Bon. Alors, on parle de Covid, on parle maintenant de guerre nucléaire, de menaces d'invasion de l'Europe par les Russes. On nous bassine de peur. Or, ce que je dis dans ce livre, c'est que à l'intérieur de chacun de nous, il y a deux énergies. Il y a l'énergie de peur qui est presque aussi forte que l'énergie d'amour. Mais l'énergie d'amour est plus puissante que l'énergie de peur, mais pour le moment, les gens sont comme hypnotisés par une énergie de peur qui est une énergie très froide. Et donc, il y a beaucoup de gens qui perdent les pédales dans la peur. Alors, ton entreprise, avec ses ambassadeurs et ses utilisateurs, a le potentiel d'aider les gens. Ce n'est pas automatique, mais d'aider les gens à se dégager de la peur pour aller vers l'amour, vers une énergie plus haute. Pendant 30 ans, j'ai fait des recherches dans le monde entier et je suis arrivé à la conclusion que ceux qui changent de paradigme, ceux qui vont vers des valeurs plutôt d'amour, plutôt d'intériorité, on peut dire de spiritualité, pas nécessairement de religion, ce groupe n'est pas petit. Et ce groupe se constitue comment? Eh bien, il se constitue de manière subtile. Le citoyen lambda, qu'il soit à New York, à Rio, à Pékin ou à Bruxelles, le citoyen lambda, la citoyenne, se dit, mais nous avons créé une civilisation avec la guerre nucléaire, qui est un suicide collectif, donc nous avons créé une civilisation qui ne parvient pas à se donner des valeurs de vie. Une civilisation qui est bouffée, comme mangée, par des énergies de mort. Et donc, nous, dans notre intériorité, on veut pas de ça. On veut des valeurs de vie. On veut des valeurs de vie pour nous, pour nos familles, pour nos enfants, pour nos petits-enfants. Et évidemment, entre les hommes et les femmes, qui sont ceux qui sont les plus orientés vers les valeurs de vie, c'est d'abord les femmes, évidemment, puisqu'elles donnent vie. Ça, c'est évident. Nous, on a des tas d'autres qualités, mais il faut reconnaître que, et d'ailleurs, ce qui est évident dans tous les groupes et dans tous les pays, c'est 65% de femmes et 35% d'hommes qui bougent. Mais 2 milliards, c'est beaucoup. Ça veut dire que ce nombre continue d'augmenter. Covid ou pas Covid, il continue, et le Covid a plutôt augmenté le speed, la vitesse avec laquelle ce groupe se constitue. Beaucoup de penseurs, comme Willis Harman, Edgar Morin, disent, mais cette évolution, il n'y a aucune force politique, militaire ou économique qui peut l'arrêter. Et donc nous sommes, je m'excuse, mais c'est une très très bonne nouvelle, nous sommes en train de devenir une minorité qui pourrait ou qui est en train déjà de faire basculer les choses. Et tu définirais ce groupe par quelle valeur, par exemple? Est-ce que ce sont des créatifs culturels ou est-ce que c'est autre chose? Alors, on montre que Edgar Morin ne les appelle pas comme ça. Les créatifs culturels, c'est Paul Ray aux États-Unis.
le monde diplomatique en parle avec Bénédicte Magnier en disant des millions de révolutions tranquilles. Ce qui est caractéristique, c'est que ces gens ne sont pas contre, ils sont pour. Ils construisent. Ils construisent au niveau de l'enseignement, au niveau de l'agriculture, au niveau du business, au niveau des monnaies, au niveau de la science, de la technologie, de la physique quantique. C'est passionnant. Dans tous les niveaux, il y a des gens qui avancent et font des choses. Et donc, en feuilletant ce livre, on se rend compte que c'est étonnant, y compris les entreprises. Et on montre très bien que l'entreprise de demain sera plutôt de la forme de PSIO qu'une grosse pyramide du vieux système. Travail en réseau, quoi. Travail en réseau autonome. Et comment ça s'appelle? C'est le management relationnel en réseau dynamique, c'est-à-dire que chacun prend sa part. Mais pour faire de l'échange avec les autres. Voilà, et on échange l'information contre de la valeur. Bon, tout ça est passionnant. Donc voilà un premier regard sur mon livre. Alors, on peut peut-être continuer sur cette idée de réseau, parce que on parlait tout à l'heure, avant le début de l'émission, de la tendance qu'a pris la spiritualité avec l'étiolement de l'Église. Donc avant, on était en contact via l'Église avec le tout, avec la matrice, avec Dieu. Aujourd'hui, on n'a plus besoin d'Église, on se connecte à la matrice tout seul. Et ça fait un peu partie de cette évolution, cet individualisme qu'on observe un peu tout azimut aujourd'hui, ce qui est une bonne chose, puisqu'avant on avait un intermédiaire obligé, donc il y a une évolution positive, mais par contre, il ne faut pas oublier de rester en lien. Oui. Tu vois, parce que l'individualisme à outrance, ça crée, enfin, d'après ma perception, ça crée une perte de sens. S'il n'y a plus de groupe, il n'y a plus de sens. Il n'y a pas de sens à l'individualisme, il n'y a du sens que dans le groupe. Et je trouve ça intéressant dans notre réseau PSIO, justement, on est en réseau, on est à la fois individualiste, mais en même temps connecté aux autres, et ça c'est intéressant, je trouve. Oui, on pourrait rêver pour PSIO d'avoir un genre de quelque chose comme une réunion où on échange de l'énergie. Pas seulement des informations, mais aussi de l'énergie, où on chante ensemble, où on fait... On a fait quelque chose comme ça durant le Covid, où tout le monde à la même heure, quels que soient les fuseaux horaires, se mettait en méditation. Bien, ça c'est très puissant. Ça n'a pas eu beaucoup de succès, mais bon, il faut s'y mettre... C'était la force, je ne dis pas qu'il faut revenir à ça, c'était la force de la messe du dimanche, tout le monde était là, et on chantait ensemble, c'est très puissant. Mais bon. Je crois que cette idée d'individualisme spirituel, c'est une excellente nouvelle par rapport à la mainmise qu'ont fait les religions pendant des milliers d'années. Tout à fait. Donc ça, on ne peut pas se plaindre de ça, c'est super. Hein, on se connecte directement, on n'a besoin de personne. Par contre, il ne faut pas perdre le lien, parce que si on n'a pas de groupe, et je crois que le challenge, il va être là. Si on veut garder du sens, il faut établir des liens avec le groupe, mais ça peut être la famille, ça peut être le voisinage, ça peut être le professionnel. Vas-y, Michel. En tout cas, il y a des études sociologiques qui ont été faites sur l'histoire de la famille. Et l'histoire montre qu'on a tendance à refuser les liens obligatoires, c'est-à-dire les liens de famille, jusqu'à en arriver à la famille mononucléaire, et monoparentale, etc., même sans enfants. Et là, on est à un point crucial. Et l'avenir est au groupe choisi.
on refuse tout ce qui est imposé, mais par contre, on décide de choisir avec qui on est en relation et avec qui on se sent bien, et on a quelque chose à partager, des valeurs à partager pour recréer quelque chose. Alors, je voudrais ajouter un élément qui est mon témoignage personnel. Donc, moi, j'ai accumulé pas mal de connaissances théologiques sur l'Église catholique, l'Église orthodoxe, l'Église protestante, les autres religions, etc. Et puis j'ai rencontré un jour un coach athée, mais très spirituel, qui m'a dit, écoutez, je crois que je peux vous aider. Ah, j'ai dit bon. Il m'a dit, pour commencer, je vous invite à une réunion. Alors, je suis arrivé à une réunion avec des chefs d'entreprise. Je ne dis pas combien ça coûtait. Heureusement, pour moi, c'était gratuit. Et donc, on nous a fait marcher sur une poutre. Et les gens, on était tous là. Bon. Et puis, on nous a donné un arc. Et on nous a dit, voilà, à 20 mètres là, au centre, visez. Et les flèches sont parties dans tous les sens. Ils nous ont fait faire du tambour, toutes sortes d'exercices pendant 3 jours. Et le 3e jour, ils nous ont dit, maintenant, prenez l'arc et laissez votre corps viser. Et nous avons tous les 6 visé pile dans le centre. Et puis il a dit, maintenant, marchez sur la poutre. Et là, moi, j'ai été catastrophé. Parce que je me suis rendu compte que mon corps était intelligent. Et donc, dans ma vie, il y a eu un basculement. Parce que je me suis rendu compte que l'université avait fait de moi un mental à 99,9%. Et que tout le cerveau droit intuitif était comme non fonctionnant. Alors, il m'a dit, premier exercice, vous allez vous coucher dans votre jardin pendant 60 minutes. Vous pouvez mettre une couverture. Et vous allez sentir si vous sentez quelque chose. Mais je n'ai rien senti du tout. Je ne sentais rien du tout. Et puis le 29e jour, je me suis dit, ou bien ce type est un fou, et je laisse tomber tout le bazar, et je continue comme avant, ou bien il est possible quand même que mon corps ait senti quelque chose, alors que mon mental ne sait pas le contrôler. Et c'est là que quelque chose a basculé dans ma vie. Donc ça veut dire aussi, alors j'ai commencé à méditer. Tout d'un coup, je me suis dit, mais oui, c'est ça. Et je me suis rendu compte que tout ce qu'on nous avait fait comme exercice spirituel dans l'Église était mental. Et donc se faire confiance aussi. Il y a un problème de... Oui, ou, comme dit Thomas d'Ansbourg, l'intériorité citoyenne. C'est-à-dire, j'ai découvert ma propre intériorité. Et si le chef d'entreprise, et là c'est le défi pour tous les chefs d'entreprise, moi je fais souvent des conférences, je leur dis, écoutez, si je peux me permettre de vous donner un conseil, commencez par 15 minutes de méditation, mais régulier. Alors, moi je médite mal, mais je médite tous les jours. Pourquoi? Parce que je me donne un temps, et c'est plug-in. Ma sensation, je mets la prise pour me contacter à mon intériorité. Okay. Et pour me contacter à ma lumière intérieure. Donc, c'est ça que je voulais ajouter au niveau du cheminement spirituel, c'est que, surtout nous les hommes, on a été branchés sur le mental. Par l'université, par le syndicat, par l'église, par les business schools, c'est tout mental. Et donc avec le psycho, évidemment, il y a une grande facilitation pour avoir le coach. Mais évidemment, vous êtes là-dedans. Vous êtes là-dedans. Vous aidez les gens avec un peu de technologie légère à s'intérioriser. Et alors, tu disais que les valeurs changent. Quelles sont les valeurs qui changent après toi?
je vais aller vite, mais j'explique dans mes livres qu'il y a 5 niveaux de valeur. Il y a 5 niveaux de changement. Alors, très rapidement, le moteur du changement, c'est le passage des valeurs de mort aux valeurs de vie. Ça, c'est le moteur. Et donc, on passe de 2 milliards à, on va vers les 3 milliards. À quelle vitesse, on ne sait pas. Mais quand on sera à 3 milliards, on aura déjà basculé. On ne sait pas le timing. Ça, c'est le moteur. Le 2, c'est on dépasse le patriarcat. Et on relativise le rôle des religions. Mais on découvre en même temps l'intériorité, comme on vient de le faire. Bon. Le 3e niveau, c'est qu'on sort de la modernité. La modernité nous a permis beaucoup de choses. Les lumières, etc., la science, la technologie, la rationalité. Mais la modernité, malheureusement, nous a coupé de la dimension intérieure. Et donc, on va vers la transmodernité qui prend les bonnes choses de la modernité, mais les met dans un contexte plus ouvert au spirituel, quel qu'il soit le spirituel. On peut être spirituel dans une religion, on peut être spirituel en étant franc-maçon, en étant athée, comme on veut. Alors, le 4e niveau, c'est qu'on passe d'une économie, d'abord l'économie était agraire, Moyen-Âge, et puis on a fait l'économie industrielle, on fait des objets, et par exemple, PSIO, c'est 60% d'immatériel et 40% de matériel. Votre matériel n'est que... Et donc, PSIO est un bon exemple d'une transition entre la société industrielle qui produit des objets et la société immatérielle qui vend de l'immatériel. Vous vendez de l'intériorisation. Attends, c'est extraordinaire. Un soutien émotionnel. Un soutien émotionnel et un soutien aussi d'intériorisation citoyenne. Bon, c'est fantastique. Ce que j'explique, évidemment, et ce qu'on a déjà expliqué à la cellule de prospective il y a 30 ans, c'est que quand tu es dans l'immatériel, il n'y a plus de champs, il n'y a plus d'usines, le capital reste important, mais il est moins important que le produit, qui est la connaissance, l'immatériel. Et donc, on mesure qualitativement, la croissance devient qualitative, le rôle du chef d'entreprise, il est one foot, un pied dans l'industriel, et un pied et demi, je dirais, dans ton cas, dans l'immatériel. Et ce sont des rôles différents. Et c'est tout ça qui change. Alors, le dernier niveau dont on parle, parce que tout le reste, on n'en parle pas, c'est la crise terrible de crédibilité du politique. Bon. Voilà un peu les valeurs, l'ensemble des valeurs qui changent. Et il va falloir s'adapter à ce changement. Oui. Donc ce nouveau paradigme dont tu parles, comment s'adapter? Alors, je rêve depuis 30 ans des débats intelligents sur ces changements. C'est ça qui est important, qu'il y ait des gens qui disent mais d'autre part, il y a ceci, les freins, etc. Qu'est-ce qui va bien? Peut-être ce que vous dites, Monsieur Lux, c'est stupide. Bon, on peut en discuter. Le débat. Je cherche le débat. Je vais vous raconter une histoire. Donc Delors nous dit, en 1992, faites-nous un livre blanc sur l'économie européenne en 2040. Et nous faisons, après un an, un livre disant, attention, on passe de l'économie industrielle à l'économie immatérielle. Ça ne veut pas dire qu'on crache sur l'économie industrielle, bien évidemment. Et il faut changer la taxation, il faut changer la formation, il faut changer le modèle de développement de l'Europe. Résumé de 200 pages. Hein. Bon. Et Jacques Delors, tout fier, présente ça au chef d'État, qui lui ont répondu, « Monsieur Delors, ceci est un papier très intelligent. Mais si nous en parlons, nous ne serons pas élus. » Et donc il faut
il faut que nous mentions en disant la vie est belle. Si vous votez pour nous, la vie est belle, il n'y aura pas de gros problèmes et business as usual. Et les gens vont voter pour nous. Et donc, c'est là que j'ai compris combien c'est difficile pour le politique de lancer le débat. Est-ce que les universités peuvent le faire? Mais Edgar Morin dit, plus progresse la crise, plus progresse l'incapacité des universités de prendre le problème global du changement. Les universités ne font que des tranches de pain belge, c'est-à-dire qu'ils divisent le problème en petites tranches, mais ils ne parviennent plus à voir la globalité. Donc les universités, c'est difficile. La société civile le fait, mais de manière chacun un petit peu dans son coin. Et donc, ce que je souhaite, et ça va venir, mais je ne sais pas quand ni comment, c'est de favoriser un débat intelligent pour aider les gens à comprendre ce qui se passe et à prendre leurs responsabilités. Évidemment, maintenant, le changement est en accélération de plus en plus rapide. On est dans une sorte de spirale d'accélération, et donc ça devient de plus en plus difficile de se préparer alors que tout change pratiquement en permanence. Alors, il y a une chose que je ne connaisse, dont je n'avais pas pris conscience il y a 20 ans, mais qui maintenant devient évidente, puisque le Forum de Davos et les autres organisations non élues, comme le Bilderberg Group, la Trilatérale, publient carrément et disent sur YouTube quel est leur projet. Leur projet, c'est de supprimer, au fond, la réponse au Club de Rome, halte à la croissance, disent mais non, on ne va pas arrêter la croissance, on va arrêter la croissance démographique, c'est-à-dire qu'on va gentiment supprimer 6 milliards d'habitants sur la Terre. Et donc, et ça c'est dit, donc c'est évident. Ils le disent, ils le pensent, ils le font. Je m'excuse d'être encore positif, je crois qu'ils sont en train d'échouer. Ils sont en train d'échouer parce qu'une chose n'avait pas prévu. C'est tous des vieux hommes. Ils n'avaient pas prévu la réaction juste de 3,5 milliards de femmes sur la Terre, qui ont dit « Ah, vous commencez, vous voulez vraiment mettre des implants dans nos enfants et nos petits-enfants ?» Eh bien ça n'ira pas. Quand vous avez les femmes contre vous, pour faire une réforme de ce type, je crois qu'on peut vraiment repasser. Or, moi, mes contacts en Chine, aux États-Unis, au Japon, en Inde, me font dire que les femmes partout disent non. Donc, ça c'est une bonne nouvelle. Je crois que ce qu'on appelle l'état profond autour du forum de Davos va continuer, mais il est en perte de vitesse. Le plan ne fonctionne pas comme prévu. Ça ne fonctionne pas comme prévu, et il y a des forces politiques. Je ne dis pas qu'elles sont... Moi, en politique, personne n'est blanc, personne n'est noir. Donc, il faut bien se rendre compte qu'il y a les républicains autour de Trump, qui est un groupe, les forces politiques autour de Poutine et les forces politiques autour de Xi Jinping et de Desai, l'Indien, qui sont des forces dont on peut penser beaucoup de choses, mais qui sont en opposition avec ce plan du Forum de Davos. Et donc, tout ça fait qu'ils sont en train de s'affaiblir, mais quelqu'un qui est dos au mur peut être très, très dangereux. Donc, il faut tout prévoir. Il faut rester prudent. Évidemment, nous, ici, avec les médias, on n'est pas au courant de ces forces et des opinions en Inde, en Chine. On ne sait pas du tout on dit rien. Comment eux visualisent les futures alliances et comment le monde va se redessiner demain, on n'en sait rien. Donc, ce que je retiens de ton discours, c'est qu'il faut rester très positif, parce que il y a des choses, des forces qui sont à l'œuvre, vraiment, et qui ne vont pas du tout dans ce dont on pourrait avoir peur, en fait. Non, et il est possible pour chacun qui nous écoute de dépasser la peur
est d'être dans l'amour. C'est beaucoup plus puissant et c'est beaucoup plus autoréalisant. Et quand on est dans l'amour, on a accès à sa propre lumière divine. Au fond, c'est ça. Que font les appareils psycho? Ils aident chacun à rencontrer sa propre lumière divine. Je pense qu'en continuant à diffuser ces enregistrements, ces messages de bienveillance, d'empathie, de douceur, c'est une chouette mission en fait. Mais évidemment. Une chouette mission. Et ça permet de dépasser la paralysie, première oui. réaction au stress, pour se mettre en mouvement, et le mouvement, c'est la vie. Oui. Et, je dirais ceci, croissance, oui, mais plus quantitative. On s'en fout de la quantité dans la société immatérielle. Dans la société immatérielle, ce qui est intéressant, c'est la qualité. Et donc, une entreprise qualitative comme la vôtre ne peut que faire qu'une chose, c'est de croître en qualité. C'est ça que je vous souhaite. Bien, alors, donc si des personnes qui nous écoutent ont envie de contacter un coach spécialisé comme toi, ils peuvent toujours nous envoyer des messages, on vous mettra en contact. Hein. Merci. Et si vous avez envie d'une bonne douche de positivisme, voilà 2 milliards de réenchanteurs, un livre qui se trouve chez toutes les bonnes librairies. À dévorer d'urgence. Voilà. Merci. Voilà, je vous remercie de votre présence à tous. Bonne mission, bonne continuation. Et merci Marc pour cette interview optimiste. Merci pour l'invitation. Merci Stéphane. À bientôt.